Bonjour à tous, je suis Estelle Carciofi, chargée de communication au CIRED, le Centre international de recherche sur l'environnement et le développement. Nous vous souhaitons la bienvenue et vous remercions de vous être inscrits au webinaire d'aujourd'hui intitulé « Quel mix électrique optimal en France en 2050 ?» et qui a pour but de vous présenter l'article scientifique que 2 chercheurs du CIRED ont écrit sur le sujet et qui vient d'être publié. Alors notez que les liens vers cet article, vers la prépublication, le code et les données, ainsi que les diapos que vous allez voir, et enfin le replay de ce webinaire, puisqu'il est enregistré, seront diffusés via, entre autres, le site internet de notre laboratoire. Ceux qui vont prendre la parole aujourd'hui sont les auteurs de l'article mentionné. Il s'agit de Berang Shirizadeh, doctorant CIRED, financé par Total, et Philippe Quirion, directeur de recherche au CNRS, au CIRED. Pour les questions, elles seront collectées par Quentin Perrier, qui n'est pas auteur de l'étude, mais qui est un ancien chercheur CIRED et qui est aujourd'hui chercheur sur les politiques publiques de transition bas carbone à I4C, l'Institut de l'économie pour le climat. Nous précisons d'emblée que leurs recherches ont été réalisées indépendamment de leurs employeurs respectifs et reflètent l'avis des chercheurs, pas celui de leurs institutions. Le webinaire se déroulera en 2 temps. Il se composera d'une présentation des résultats de 11h à 11h30 par Philippe Quirion puis Berang Shirizadeh, suivi d'une séance de questions-réponses d'1 heure. Étant donné que vous êtes nombreux, nous vous invitons à poser vos questions au fil de l'eau et par écrit uniquement dans le chat en les adressant à Quentin Perrier. Je vous remercie pour votre attention et passe la parole à Philippe Quirion. Merci beaucoup Estelle. Vous m'entendez bien? Je prends ça pour un oui. Oui, on t'entend, Philippe. Merci. Je précise que cet article prend la suite d'un autre que nous avions présenté également en webinaire récemment. Et donc, Quentin Perrier est co-auteur en plus des 2 auteurs de l'article présent. Alors, qu'est-ce qui a motivé l'écriture de cet article? Le contexte, bien sûr, c'est l'accord de Paris, par lequel les États partis à cet accord se sont engagés à atteindre des émissions nettes de gaz à effet de serre nulles dans la deuxième moitié du siècle, et pour la France, c'est 2050, ce qui implique, entre autres, des émissions à peu près nulles ou négatives dans l'électricité, dans la production d'électricité. Pour produire de l'électricité sans émissions de gaz à effet de serre ou avec des émissions très faibles, on a 3 familles de technologies: les énergies renouvelables, le nucléaire et la capture-stockage du CO2, qui peuvent bien sûr être combinés. Donc la place relative de ces différentes familles de technologies se pose. Qu'est-ce qu'on trouve dans les travaux scientifiques tels qu'ils sont synthétisés en particulier par le groupe 3 du GIEC et récemment dans le rapport spécial sur le 1.5? On trouve entre autres cette phrase qui synthétise donc la littérature et qui nous dit que la part d'électricité fournie par les renouvelables croîtrait de 23%, donc là c'est au niveau mondial, en 2015 à entre 59 et 97%, dans les trajectoires compatibles avec un réchauffement limité à 1,5 degré, avec un dépassement transitoire faible ou pas de dépassement. Et que par ailleurs, la part des différentes technologies renouvelables dans ce pourcentage est très variable entre les scénarios. En France, on a, comme chacun sait, des débats parfois assez tendus sur cette question, mais en fait, assez peu de travaux qui cherchent vraiment le mix optimal dans ce contexte d'émissions de lutte contre le changement climatique. Donc, les questions qu'on pose dans cet article, c'est d'une part, quel est le parc de production d'électricité et de stockage d'énergie qui satisfait la demande d'électricité à chaque heure et pour un coût minimal. En France, en 2050, la notion de coût qu'on utilise ici, intégrant la valeur qu'on accorde au fait d'émettre moins de CO2. Deuxièmement, si on renonce à certaines technologies, quelles sont les conséquences sur le coût et sur les émissions en particulier? Et puis, quelle est la sensibilité de ces résultats? Alors, nous avons fait plusieurs analyses de sensibilité dans l'article. Ici, on va vous en présenter 2. Quelle sensibilité
des résultats aux hypothèses qu'on fait sur le coût du nouveau nucléaire et sur le coût des énergies renouvelables. Et puis aussi, enfin ça c'est dans l'article, quelle sensibilité a au niveau de la demande d'électricité. Le plan de la présentation sera très classique. Je vais commencer par vous décrire le modèle, les données et les hypothèses, avant de passer aux résultats. Et pendant la présentation des résultats, je passerai la parole à mon co-auteur qui conclura également. Alors, le modèle qu'on utilise, qui s'appelle EOL-ELEC, qui fait partie d'une famille de modèles qu'on a baptisé EOL, il minimise le coût. Alors, c'est la somme du coût d'investissement qui est annualisé, du coût de fonctionnement, et puis de la valeur qu'on accorde au fait d'émettre moins de gaz à effet de serre. Et on vous présentera les résultats pour différents niveaux, différentes valeurs du CO2. C'est ce qu'en France, on appelle officiellement la valeur de l'action climatique depuis le rapport Kinet 2. On appelait autrefois la valeur tutélaire du carbone. Alors, on minimise ce coût en satisfaisant la demande d'électricité à chaque heure. Donc, on ne s'autorise aucune heure de délestage et on ne s'autorise pas non plus, on ne s'autorise pas non plus à importer ou exporter l'électricité, ni aucune flexibilité de la demande d'électricité. Donc, on ne s'autorise pas à déplacer la demande au cours du temps pour s'adapter à la production. C'est une optimisation qu'on appelle Greenfield, c'est-à-dire qu'on se situe dans le long terme et on prend en compte le coût complet de toutes les unités de production, y compris leur coût d'investissement. Donc, on ne prend pas en compte les unités de production qui sont présentes déjà aujourd'hui, à part les grands barrages, parce qu'à l'horizon de long terme auquel on se situe, ces installations-là seront déclassées ou en passe de l'être. Et enfin, on optimise en même temps l'investissement et le fonctionnement. D'autres modèles font cette optimisation en 2 temps, mais ce n'est pas vraiment satisfaisant parce que pour optimiser l'investissement indépendamment du fonctionnement, il faut faire des hypothèses sur le fonctionnement de chacune des technologies dont on veut optimiser l'investissement, hypothèses qui peuvent s'avérer fausses. Alors voici les technologies qui sont incluses dans le modèle. Donc je vais commenter ce graphique de haut en bas. Nous avons d'abord de l'éolien maritime et terrestre, du solaire photovoltaïque, 3 types d'hydraulique, l'hydraulique de lac, qui est pilotable dans certaines limites, l'hydraulique au fil de l'eau, qui n'est pas pilotable, les stations de transfert d'énergie par pompage, les STEP, qui sont en fait la combinaison de 2 réservoirs, un en haut, un en bas, qui permettent de stocker de l'énergie en quantité limitée. Nous avons ensuite du biogaz, dans une quantité limitée également. Donc ces unités de production de biogaz génèrent du méthane. Ce méthane peut ensuite être utilisé pour produire de l'électricité, soit à travers des turbines à gaz, soit à travers des centrales à gaz à cycle combiné, qui sont ici combinées avec de la capture et stockage du CO2. Le CO2 est ensuite stocké dans le sous-sol. Cette production de biogaz génère aussi du CO2. Ce CO2 va être utilisé, je vous explique comment dans un instant. On utilise une partie de l'électricité, on peut l'utiliser pour fabriquer de l'hydrogène par électrolyse. Cet hydrogène est ensuite combiné au CO2 par le processus qu'on appelle la méthanation, qui permet également de fabriquer du méthane qui peut être utilisé de la même manière que celui qui est issu du biogaz. On a également du gaz fossile, qui est également utilisé qui peut être utilisé dans les mêmes types de centrales. On a par ailleurs des centrales nucléaires de type EPR et puis des batteries. Donc tout ça, combiné, doit satisfaire la demande d'électricité, encore une fois, à chaque heure. Donc on a 3 manières de stocker de l'énergie, les batteries, les stations de transfert d'énergie par pompage, et puis la méthanation. Alors, bien sûr, il a fallu faire de nombreuses hypothèses pour ce modèle. D'abord, en ce qui concerne la demande d'électricité heure par heure, on a pris le profil de consommation horaire du scénario central de l'ADEME dans son étude 100% renouvelable à l'horizon 2050. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas pris le profil de consommation des années récentes?
simplement parce qu'on sait qu'à l'horizon 2050, il y aura des changements, par exemple moins de consommation pour l'éclairage, davantage pour la climatisation, davantage pour des nouveaux usages. Donc il n'était pas réaliste de prendre la demande passée pour l'horizon 2050. En revanche, on a fait tourner notre modèle également avec les années récentes, les profils de consommation horaire sur des années récentes, y compris 2016 où la consommation était au niveau maximal. Et en fait, il s'avère que le scénario ADEME est plus difficile à satisfaire pour un scénario largement renouvelable, en particulier parce que la pointe horaire est très élevée, plus que celle qu'on a eue dans les années récentes, y compris la semaine dernière. Autre ensemble d'hypothèses importants, c'est ce qui concerne les profils de production horaire de l'éolien et du photovoltaïque. Donc pour ça, on s'est basé sur l'année météo 2006, après avoir montré dans l'article précédent qu'elle était représentative de la série d'années entre 2000 et 2017. Ensuite, on se base sur la base de données météo qui s'appelle MERA2, établie par la NASA, qui est utilisée assez largement dans ce type de modèle, et sur les méthodes de descente d'échelle développées par Pfenninger et Staffel et publiées dans la revue Energy. En effet, cette méthode montre une bonne corrélation avec les observations de RTE. Si on prend la monotone de production de l'éolien d'une part et du photovoltaïque d'autre part, on a un coefficient de corrélation très élevé entre la méthode qu'on utilise ici et les observations. Il a ensuite fallu faire des hypothèses sur la localisation des sources de production, puisque l'ensoleillement et le vent diffèrent bien sûr selon les localisations. Pour le maritime, on a pris les sites en projet, et pour l'éolien terrestre et le photovoltaïque, on a pris un site par département, en gardant la répartition entre départements proportionnelle à la capacité qu'on a observée en 2017. Pour l'hydraulique, on a simplement pris les observations de RTE. On a ajouté certaines contraintes de capacité pour les différentes technologies. Les contraintes qui jouent dans le modèle, dans ce qu'on va vous présenter ici, c'est essentiellement sur le biogaz et sur l'hydraulique. Donc pour le biogaz, c'est à peine 3%. Ça revient à dire qu'on peut produire un peu moins de 3% de la consommation d'électricité avec du biogaz. Et bien sûr, des hypothèses très importantes, ce sont celles sur le coût et sur les rendements des différentes technologies. Donc là, pour l'essentiel, on s'est basé sur une étude du Centre de recherche de la Commission européenne, le JRC, à l'horizon 2050, sauf pour les technologies de stockage, pour lesquelles je vous indique ici, et vous retrouverez dans l'article les sources qu'on a utilisées. Bien sûr, comme c'est la question des coûts, des méthodes de production en particulier est très déterminante pour le mix qu'on obtient. On vous présentera tout à l'heure une analyse de sensibilité sur ce point. Auparavant, on a quand même fait une comparaison entre la source qu'on utilise, donc celle qui est représentée ici en noir, celle du JRC pour l'Europe en 2050, avec une série d'autres sources qui sont présentées ici. Certaines pour le présent, c'est les estimations en violet ici, le présent pour les États-Unis. D'autres pour 2040, pour l'éolien offshore, c'est l'étude de l'Agence internationale de l'énergie, en vert. Pour 2050, les estimations ADEME, qui sont l'étude ADEME 2019, qui sont ici représentées en bleu. Et enfin, pour les États-Unis, également pour 2050, les estimations de l'Agence du ministère des États-Unis de l'énergie, l'EIA. Bon, quand on compare ces différentes sources, en laissant de côté celle pour 2020, bien sûr, la situation va évoluer, on voit que nos estimations sont peut-être un peu, enfin, l'estimation du GRC est plutôt plus optimiste que les autres concernant le photovoltaïque, mais plus pessimiste concernant l'éolien, en particulier maritime. Voilà, c'est à garder en tête, mais encore une fois, on fait une analyse de sensibilité sur ce point. Les hypothèses sur le coût du nouveau nucléaire sont également importantes. Donc à ce sujet, le JRC suppose que le coût d'investissement overnight, donc sans prendre en compte le coût du financement, à l'horizon 2050 serait de 3,75 € par watt pour des centrales nouvelles, encore une fois, ce qui est à peu près une baisse de 50% par rapport aux estimations en cours pour les 3 EPR en construction en Europe, Flamanville, en Finlande et au Royaume-Uni. Hypothèse que
peut trouver optimiste, mais c'est encore une fois, on a voulu prendre une seule source de données pour les différentes technologies de production. Alors, comment fonctionne le modèle? Juste pour illustrer, je vous montre ici 2 semaines météo assez typiques, une en hiver en haut, une en été en bas. Ici, pour un scénario 100% renouvelable. On ne va pas multiplier les technologies représentées ici. Donc, en rouge, pour chacune des heures de cette semaine, on a la consommation d'électricité, plus élevée en janvier ici qu'en juillet, logiquement. Cette production d'électricité, elle est satisfaite à chaque heure par une combinaison de moyens de production. Donc, ici, en hiver, on a beaucoup d'éoliens terrestres et maritimes, et du photovoltaïque avec le cycle journalier que vous voyez ici en jaune. Alors, vous voyez que certaines heures, même en hiver, on produit plus que la demande. On est au-dessus de la courbe rouge ici. Donc, on va utiliser une partie de ce surplus d'électricité pour le stocker dans les 3 moyens de stockage qu'on a, les steppes, les batteries et puis la méthanation. Inversement, on a beaucoup de moments où les énergies renouvelables variables ne sont pas capables de satisfaire la demande toute seule, donc on recourt au biogaz et au gaz issu de la méthanation. En été, c'est un peu la même chose, sauf qu'on a des moments autour de midi avec une très grosse surproduction d'électricité, donc une partie va être perdue. On n'arrive pas à tout stocker parce que l'optimisation montre que ça ne serait pas rentable de construire davantage de moyens de stockage pour utiliser toute cette production. Mais c'est normal, ça fait partie de l'optimisation. Alors, j'en arrive aux résultats principaux qu'on obtient dans notre scénario central, tout d'abord. Donc, les résultats qu'on va vous présenter ici sont présentés pour différentes valeurs du coût, différentes valeurs de l'action climatique, donc différentes valeurs que la société associe au fait d'émettre 1 tonne de CO2 en moins. Donc, c'est ce qu'on appelle Social Cost of Carbon, ou of CO2, en anglais, donc SCC en abrégé, à ne pas confondre avec CCS, Carbon Capture and Storage. Donc voici le mix de production en pourcentage en proportion pour les différentes technologies. Alors ce qui est frappant, c'est que quel que soit le coût du carbone, on a en gros 75% de renouvelables dans notre mix optimal, avec les hypothèses que je vous ai expliquées juste avant, avec une dominance de l'éolien, une part importante du photovoltaïque également, de l'hydroélectricité, et puis un peu de biogaz. Si on accorde, hypothèse d'école, aucune valeur au fait d'émettre du CO2, la technologie non renouvelable dominante, c'est le gaz naturel, sans capture et stockage, donc avec des émissions positives. Dès lors qu'on accorde une valeur à ces émissions, même à 100 € la tonne, on abandonne le gaz naturel sans CCS et on augmente la part du nucléaire et la part du gaz naturel avec CCS. CCS, je le rappelle, capture et stockage du CO2 géologique. Si on augmente encore la valeur du CO2, alors on abandonne également la filière gaz fossile avec CCS. Pourquoi? En particulier parce que même en capturant le CO2, avec les technologies qu'on représente ici, on a une partie non négligeable du CO2, 14% dans des hypothèses, qui est émise, qu'on n'arrive pas à capturer. Donc ça fait des émissions qui, avec une valeur élevée de la tonne de CO2, sont trop élevées. Donc on se débarrasse également de cette technologie et la CCS est utilisée pour des valeurs très élevées du CO2 uniquement à partir d'émissions de CO2 qui proviennent de la biomasse, ce qui génère des émissions négatives. Ici, je vous représente le mix de production en gigawatts pour 200 € la tonne de CO2. Alors ça, c'est pour la production. En matière de stockage, en fait, on stocke à peu près la même quantité
Donc ici, c'est la production d'électricité issue des trois moyens de stockage. En fait, on n'utilise jamais la méthanation sans CCS. On utilise les trois autres technologies. Les batteries à un niveau qui reste limité et assez constant, quelle que soit la valeur du CO2. Et les steps également, mais ça c'est par construction, puisqu'on a limité leur disponibilité. En revanche, si on a une valeur du CO2 très élevée, à partir de 300, surtout 400 € la tonne, là, on recourt à la filière méthanation avec CCS, donc dans laquelle on stocke dans le sous-sol du CO2 issu de la biomasse, ce qui fait des émissions négatives. Bien que cette technologie soit coûteuse, ça fait partie de l'optimum pour une valeur vraiment élevée du CO2. Alors, qu'est-ce que ça donne sur les émissions de CO2 ? Donc là, vous avez le même axe des abscisses que précédemment. Et en ordonnée, vous avez les émissions positives ou négatives annuelles en millions de tonnes de CO2. Donc, en absence de valeur attribuée à la tonne de CO2, on a des émissions positives dues à la combustion du gaz fossile d'environ 20 millions de tonnes, donc ce qui est à peu près un peu plus que ce que le secteur électrique français émettait dans les années précédentes. Aujourd'hui, on est en dessous. Donc ici, en rouge, vous avez les émissions positives. En noir, on a ce qui est capturé, que ce soit du CO2 issu des fossiles ou bien de la biomasse. En vert, on a les émissions négatives, donc ce qui est capturé à partir de la biomasse. En bleu, ce sont les émissions nettes, positives moins négatives. Donc je le disais, on a des émissions positives en absence de prise en compte du climat, des émissions à peu près nulles à 100 € la tonne et qui deviennent négatives quand on augmente la valeur du CO2. Si on regarde la quantité de CO2 qu'on suppose capturer dans le modèle, on est, à partir de 100 € la tonne, autour de 10 millions de tonnes de CO2. De mémoire, aujourd'hui dans le monde, on stocke dans le sous-sol à peu près 20 millions de tonnes de CO2, essentiellement d'ailleurs pour faire de la récupération assistée de pétrole, donc avec un effet sur le climat qui n'est pas forcément positif. Voilà, c'est pour donner un ordre de grandeur du volume de CO2 qu'il faudrait stocker. Alors je précise bien sûr que ça suppose qu'on sache quoi faire de ce CO2 ou le stocker, ce qui pose un tas de questions qui relèvent d'autres travaux. Alors, combien ça coûte tout ça? Ici, je vous présente deux notions du coût, les deux notions de coût qu'on utilise dans le modèle. À gauche, vous avez le coût technique, donc c'est simplement la somme des coûts d'investissement, annualisés, et des coûts de fonctionnement. À droite, vous avez le coût auquel on ajoute la valeur du CO2, la valeur des émissions de CO2. Excusez-moi, la valeur des émissions de CO2, donc la courbe de droite, elle est légèrement au-dessus de la courbe de gauche pour 100 € la tonne, puisque là on a des émissions qui sont très légèrement positives. Et ensuite, la courbe de droite est en dessous de la courbe de gauche parce qu'on a des émissions négatives. Donc en fait, produire de l'électricité dans ces conditions-là, ça réduit les émissions d'ensemble de la France. Donc, si on ramène ça par mégawattheure consommé, on arrive, par exemple, pour 200 € la tonne de CO2, à 49 € par mégawattheure, ce qui est de l'ordre de l'estimation du coût de production de l'électricité aujourd'hui, hors réseau. On voit aussi que le coût technique à gauche, il augmente de manière assez modérée jusqu'à 300 € la tonne, et puis de manière plus nette au-delà. Et aussi que la part des technologies de stockage, elle est vraiment minime dans le coût total. On le voit graphiquement ici. Les technologies de stockage, ce sont les batteries, ici en orange clair, les steps en rouge foncé, et puis la méthanation avec CCS qui est ici en rose. Alors, on s'est également demandé qu'est-ce qui se passe si on renonce à certaines technologies, quelles conséquences ça a alors sur le coût. Donc ici, c'est le coût social.
donc celui qu'on cherche à minimiser, celui qui inclut la valeur des émissions de CO2. Et puis à droite, c'est sur le niveau d'émissions nettes. La courbe en rouge, qui est en dessous, indique les résultats que je vous ai déjà montrés, c'est-à-dire si on s'autorise toutes les technologies qu'on a incluses dans le modèle. Et les courbes au-dessus représentent ce qui se passe si on s'interdit le nucléaire, donc ça c'est la courbe en violet, la capture-stockage, la courbe en vert, et puis les deux, c'est la courbe en turquoise. Bon, on voit que renoncer au nucléaire augmente légèrement le coût, c'est d'1,50 € par mégawattheure, donc c'est toujours de moins de 5%. Renoncer à la capture-stockage, ça a à peu près la même conséquence pour une valeur du CO2 limité, type 100 € la tonne, mais le différentiel devient plus grand pour des valeurs élevées du CO2. Ça peut aller jusqu'à 15% pour une valeur de 500 € la tonne de CO2. Concernant les émissions, on voit que pour atteindre des émissions à peu près nulles, donc on a vu qu'il fallait à peu près 100 € la tonne de CO2 pour, si on s'autorise toutes les technologies. C'est pareil avec ou sans nucléaire. En revanche, si on s'interdit la CCS, pour atteindre des émissions nulles, il faut une valeur plus élevée, autour de 200 € la tonne. Et puis, si on s'interdit à la fois la CCS et le nucléaire, il faut une valeur encore plus élevée, autour de 300 € la tonne. Alors, tout ça, encore une fois, se base sur un ensemble d'hypothèses concernant le coût des différentes technologies. Et je vais maintenant laisser mon écran à mon co-auteur qui va vous présenter la suite. Berang, à toi. Merci Philippe. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Très bien. Merci à Estelle pour l'introduction et à Philippe pour cette explication très claire jusqu'à maintenant. Donc, vous avez déjà vu jusqu'à maintenant tout ce qui est avec un scénario de coût central. Là, je vais un peu vous montrer comment ça peut être si on variait un peu les coûts, parce que bon, il y a beaucoup d'incertitudes sur les coûts et on se base sur beaucoup d'hypothèses de coûts. Donc, j'ai fait une variation de coûts on a fait une variation de coûts des différentes technologies, mais particulièrement les variables renouvelables, donc éoliennes en mer, éoliennes terrestres et photovoltaïques, et aussi énergie nucléaire, l'EPR. Donc, je vais rentrer un peu plus en détail maintenant, mais alors, le coût central, c'est juste au milieu, donc ici, et ce que Philippe a présenté tout à l'heure. Donc, c'est pour un coût d'EPR de 3 750 € par kilowatt. Alors, c'est 50% de baisse de coût de nucléaire. Et pour les renouvelables, le scénario central, c'est également là. Donc, je ne vais pas entrer dans les détails des renouvelables, mais en gros, pour le nucléaire, c'est 50% environ de baisse de coût, selon les dernières estimations. Mais par exemple, pour les renouvelables, ce n'est pas si homogène que ça. Par exemple, pour l'éolien, c'est à peu près le même coût qu'aujourd'hui. C'est juste un tout petit peu de baisse de coût. Pour les panneaux solaires, c'est autour de 30%, disons, en moyenne. Et pour offshore aussi, c'est autour de 20, peut-être 20 à 30%. Donc, il n'y a pas beaucoup de baisse de coût, en gros, pour les renouvelables dans le scénario central. Et donc, quand même, ces hypothèses-là sont pas très optimistes pour les renouvelables, en gros. Et si vous regardez, par exemple, le scénario très cher pour EPR, c'est 4 500 € par kilowatt. Donc, c'est le cas avec 40% de baisse de coût. Déjà pas mal de baisse de coût par rapport à ce qui est annoncé. Et le moins cher, c'est 3 000 € par kilowatt. Donc, en gros, 60% de baisse de coût. Et pour le renouvelable, c'est une variation de 25% plus cher et 25% moins cher de notre scénario central. Donc, en fait, c'est très peu probable le scénario de 25% plus cher parce que on a déjà, pour les éoliennes, on est déjà en dessous de ça. Mais pour l'énergie solaire, quand même, ça peut être probable. Et donc, celui-ci de coût pas élevé pour le renouvelable, c'est aussi quand même pas improbable. Donc, si on regarde un peu en détail, c'est déjà évident quand vous regardez, il y a une grande variabilité de mix optimal en fonction de coûts de différentes technologies, ça c'est évident. Mais ce que je veux montrer plutôt, c'est à quelles conditions on peut avoir un système électrique majoritairement nucléaire ou majoritairement renouvelable et un peu jouer là-dessus. Si vous regardez, par exemple, on peut arriver jusqu'à 75% d'énergie nucléaire au cas si les EPR baissent 60%
on arrive à baisser 60% le coût de EPR. D'ailleurs, on a considéré 10 ans de durée de construction. En ce moment, c'est autour de 20 ans, même peut-être plus. Donc aussi, on considère qu'on construit des EPR dans 10 ans. Et pour les renouvelables, c'est autour de même durée de construction qu'aujourd'hui, donc c'est beaucoup plus bas, mais on n'en parle pas trop ici. Il n'y a pas besoin de vraiment spécifier, c'est une année, 2 années en gros. Et pour les éoliens. Et donc, on peut avoir, quand les renouvelables sont très chers et le nucléaire est très bon marché, on peut avoir 75% du nucléaire. Mais même pour le scénario central de renouvelables, si le EPR baisse que 40% de son coût, il n'y a pas de place pour nucléaire, des nouveaux nucléaires dans le mix optimal de 2050. Donc, mix optimal. Et c'est pareil, par exemple, pour les... Donc, on peut en fait, comme je dis, il y a aussi des situations qui on baisse bien le coût de EPR, des nouveaux nucléaires, mais quand même, si jamais les renouvelables ne sont pas chers dans le scénario central, ou même bon marché, quand même, on ne va pas arriver vraiment à un part élevé de EPR. Donc, en fait, les hypothèses d'avoir une part élevée de nucléaire passent par le fait que les renouvelables développent bien déjà. Dans le mix optimal, encore, je dis, je ne parle pas d'autres choses, mais juste de point de vue de coût dans le mix optimal. Mais alors, regardons les renouvelables maintenant. Pour les renouvelables, effectivement, il y a beaucoup trop de scénarios où il y a une grande part de renouvelables, même à 100% renouvelables, comme vous regardez en bas ici. Et donc, ce qu'on peut voir, dans le cas extrême de nucléaire très bon marché, renouvelable très cher, on peut avoir 25% de renouvelables et 75% de nucléaire dans le mix optimal. Mais dans un cas assez central, par exemple, comme ici, central pour les renouvelables, mais EPR, cher pour notre scénario, mais quand même 40% de baisse de coût par rapport à aujourd'hui. Donc, ce n'est pas vraiment très cher. On peut avoir quand même 100% renouvelable. Sinon, même si EPR, on arrive à baisser le coût de EPR 60% par rapport à aujourd'hui, mais les renouvelables aussi pas mal par rapport à aujourd'hui, il y aura pas plus que 10-15% de place pour nucléaire dans le mix optimal électrique. Donc, tout ça, je vais conclure maintenant. C'est déjà assez long, je ne vais pas prendre mon temps beaucoup trop. Donc, ce qu'on a vu, c'est le fait que le mix optimal contient 75% d'électricité renouvelable et le reste est partagé entre les différentes technologies conventionnelles, donc nucléaire et centrale à gaz avec gaz naturel, avec captage ou sans captage de carbone dioxyde. Donc, en plus, ce mix n'est pas cher, c'est sous 50 € par mégawattheure. Très proche à aujourd'hui. Bon, nos taux d'actualisation ne sont pas exactement les mêmes choses prises pour le coût de système actuel, mais c'est autour de la même chose. Ça peut être même moins cher en fait. Mais bien sûr, pour arriver à ces conditions-là, il faut vraiment une valeur sociale de carbone dioxyde. Il faut vraiment une introduction de valeur sociale de carbone dioxyde qui est assez rigoureuse quand même, donc autour de 200 € par mégawattheure, par mégatonne de CO2, million de tonnes de CO2. En plus, pour captage de carbone dioxyde, quand même, je veux bien souligner un point, c'est le fait que captage de carbone dioxyde et stockage, effectivement, peut être rentable déjà à partir de 100 € par tonne de CO2 de coût social du carbone dioxyde. Donc, juste pour spécifier, coût social du carbone dioxyde, c'est comme taxe carbone pour les émissions positives, mais pour les émissions négatives, il y a une rémunération égale. Donc, c'est comme ça que CCS devient rentable parce qu'il y aura aussi des gains du côté de vendre des émissions négatives. Élimination complète de fossiles de l'électricité, quand même, nécessite une valeur sociale carbone dioxyde de plus de 300 € par tonne CO2, donc c'est assez ambitieux. Mais il faut des valeurs sociales de carbone dioxyde élevées pour pouvoir supprimer fossiles de l'électricité, en gros. Et effectivement, neutralité carbone pour autour de 100 € par tonne CO2, on arrive à ça, même pour tous les scénarios de études de sensibilité que je vous ai montré tout à l'heure. On arrive à peu près à neutralité carbone à 100 € par tonne CO2, et à partir de 200 € par tonne CO2, il y a des émissions négatives. Donc, le système électrique peut fournir aussi des émissions négatives pour la transition énergétique. Et ce qu'on peut faire pour un peu élargir en fait cette étude pour aller plus loin, que j'ai déjà fait en fait à un certain niveau, et c'est sous révision, donc c'est pas encore publié dans une revue. On peut penser à un couplage sectoriel. Une fois qu'il y a un couple secteur, on peut choisir endogènement entre les différentes options de, par exemple, transport, genre, par exemple, véhicule électrique ou véhicule à combustion interne. Donc, on peut optimiser ça aussi et on peut avoir
une flexibilité aussi qui va venir des batteries des véhicules électriques. En plus, on peut aussi produire de l'hydrogène avec l'électricité excès qu'on produit à partir de renouvelables, parce que quand même, il y a pas mal d'heures qu'on écrète l'électricité, en gros, la production. Et dans ces heures-là, pendant ces heures, on peut produire de l'hydrogène, encore plus que pour la méthanisation, et envoyer dans l'industrie pour décarboniser une grande partie de l'industrie. Par exemple, l'acier, on peut décarboniser l'acier. Et en plus, bon, avec couplage sectoriel, on aura aussi chaleur et des différents secteurs qui peuvent apporter pas mal de flexibilité. Donc, en cours de point de vue de flexibilité, on aura moins besoin de stockage et toutes ces options de flexibilité qui viennent avec les ENR. Merci beaucoup. C'est tout de mon côté. Et voilà. Je laisse la parole à Quentin, je pense, parce qu'il va prendre les questions et il va... Donc, en fait, on commence la session de questions, donc je laisse la parole pour Quentin. Oui, bonjour. Alors, j'ai reçu une vingtaine de questions dans le chat pour l'instant. N'hésitez pas à en envoyer d'autres, hein, je pense qu'on aura le temps pour ça. Donc, une vingtaine de questions. Il y a quelques gros blocs. Il y a tout un bloc de questions sur la demande, voilà, tout un bloc de questions sur la production des différents moyens de technologie, un peu plus de précision, plus d'autres questions diverses. Donc, je propose de les prendre dans cet ordre pour l'instant. Donc, déjà, sur la demande, un peu une question de cadrage. Comment vous vous situez par rapport au scénario de RTE, de EDF ou des autres scénarios? Quelles sont un peu les grosses différences entre le scénario que vous avez pris et les autres scénarios qui existent? Alors, je ne sais pas qui veut prendre la question entre Philippe et toi. Peut-être Bérang, tu veux... ou Est-ce Philippe. que Peut-être Philippe, vas-y. Vas-y, Ben. Ouais, okay. Tu veux répondre, Philippe, ou je... Ok, en fait, bon, c'est 423 TWh par an de consommation électrique. C'est le scénario d'ADEME, c'est le scénario de sobriété. C'est la sobriété, je Non, pense. c'est pas sobriété, c'est efficacité. C'est négatif, pardon. Oui, c'est l'autre scénario. Et par rapport à la demande actuelle, en fait, la plus grande demande annuelle actuelle qu'on ait vue jusqu'à maintenant, c'était 2016 avec 480 TWh par an. Et la demande d'ADEME n'est pas beaucoup plus élevée, mais par contre, parce qu'il y a pas mal de augmentation d'efficacité et des nouveaux usages d'électricité, donc quand même le profil de demande et aussi le niveau de demande est un peu modifié. Par exemple, on a remplacé les lampes par les LED, par exemple, pour l'éclairage. Il y a un peu d'hypothèses d'isolation thermique des bâtiments, donc il y a pas mal d'hypothèses comme ça. Et les profils sont aussi un peu modifiés dans la demande d'ADEME par rapport à ce qu'on a vu historiquement, parce qu'il y a une grande part de véhicules électriques dans la demande. Et donc, il y a aussi une possibilité de décaler un peu la consommation pour recharge de véhicules électriques. Donc, il y a cette petite décalage de pointe dans le scénario de demande d'ADEME déjà, mais pas tout, vraiment une petite partie de la demande pour recharge de véhicules électriques. Et donc, par rapport aux autres, par exemple, les scénarios de divergence, si je ne me trompe pas de nom, est un peu plus élevé. Donc, il y a des scénarios de électrification élevée, effectivement, plus que notre demande. Mais là, ça nécessite une modélisation avec couplage sectoriel, parce qu'on ne peut pas juste dire comme ça qu'on va tout électrifier. Ce n'est pas vraiment un cas optimal. Il faut aussi voir dans les secteurs de transport, dans les secteurs d'industrie et dans les différents secteurs, avec l'introduction de gaz renouvelable et des différents moyens de production. Donc, personnellement, moi, je trouve ça assez, en fait, logique. Mais si, Philippe, tu as quelque chose à ajouter. Juste pour montrer que il est assez difficile de prévoir l'évolution future de la demande d'électricité. Parce qu'en France, mais en fait, c'est la même chose en Europe, on a eu une augmentation continue en gros en 2010, et depuis, une stabilisation, ce qui est dû à différents facteurs. Je n'ai pas vu d'article qui quantifiait l'influence de ces facteurs, mais parmi eux, c'est sûr qu'il y a eu la mise en œuvre, enfin, de réglementations sur l'efficacité énergétique. Et vous voyez ici, c'est un article de Thomas Verung de RTE, que même à l'horizon 2035, on a des scénarios très différents. Alors, dans l'article, on présente, on a fait tourner le modèle avec deux autres scénarios, un plus haut, un plus bas, vous pourrez aller voir. Si on veut avoir
pour que, comme l'a dit Berang, si la demande devient vraiment beaucoup plus élevée, ça veut dire qu'on a un couplage de secteurs, et donc ça veut dire qu'il faut modéliser explicitement ce couplage de secteurs, ce qui potentiellement peut offrir le bénéfice d'avoir moins d'écrêtement, moins de pertes de la production d'origine renouvelable. Et juste pour vérifier, le scénario qu'on utilise, c'est efficacité. J'ai juste pas bien dit. Donc, on étudie aussi divergence, quelque chose comme ça, donc un scénario haut et un scénario bas qui est le scénario de négawatt, donc sobriété. On étudie ces deux-là comme cas variants dans l'article. Et sur parce que je vois qu'il y a des questions qui ont surgi dans le chat sur le fait que, par exemple, la SNBC, alors la question dit que la SNBC a une consommation de 600 TWh au lieu des 422 de votre scénario. Est-ce que ça change beaucoup les résultats ou pas? Est-ce que c'est un biais majeur ou est-ce que ça ne change pas grand-chose? Surtout que, comme je le disais, cette consommation SNBC, elle suppose une électrification massive dans l'industrie, dans les autres secteurs. Et ça, il faut l'analyser explicitement avec un couplage de secteurs. Donc, c'est ce dont Berang parlait précédemment. Mais ce n'est pas cohérent. Ce ne serait pas cohérent d'étudier cette demande en supposant qu'elle est fixe heure par heure et qu'on ne peut pas jouer sur la flexibilité de la demande. En fait, si vous voulez avoir des moyens de transport qui sont majoritairement électrifiés, de toute façon, quel que soit le mode de production d'électricité que vous avez, vous ne pouvez pas vous en sortir si vous ne gérez pas la recharge de ces véhicules. Si vous laissez les gens brancher tous leur voiture électrique à l'heure où ils rentrent du travail, ça ne passe pas, quel que soit le mode de production d'électricité que vous avez. Donc ça, c'est l'étape d'après, c'est le couplage de secteurs. Ok. Et pour ceux qui ne seraient toujours pas, enfin, qui penseraient que c'est des hypothèses ambitieuses sur la baisse de la demande, si la demande était un peu plus élevée que prévu, est-ce que ça changerait beaucoup les résultats du modèle ou pas? Non. En fait, déjà, pour l'article 100% renouvelable, on a eu des critiques. Donc, Philippe en a parlé au début de la présentation. J'ai lancé aussi le modèle avec la demande de 2016 qui était la demande la plus élevée observée jusqu'à maintenant. En fait, les profils, déjà, coût par unité d'électricité était encore plus bas pour un mix 100% renouvelable. Parce que le profil de demande actuel est beaucoup plus lisse par rapport à ADEME, si vous voulez. C'est une chose. Deuxième chose, non, parce que déjà, dans cet article qui est déjà l'article de couplage sectoriel, on va peut-être le présenter aussi plus tard une fois c'est publié dans la revue, mais c'est déjà publié dans le IEEE, donc IEEE, peut-être vous dites, les revues des ingénieurs électriques, dans les procédures de conférence, on montre qu'en fait, non, même en fait, couplage sectoriel, ça baisse le coût. Et donc, en fait, il y aura une optimisation et ça va être moins cher parce qu'on va choisir toujours les secteurs, les options les moins chères, les moyens les moins chers de production ou conversion des différentes énergies pour les différents usages de fin. Donc, vraiment, non, ça va en fait baisser si on augmente la demande. C'est juste qu'il faut voir en combinaison avec les autres secteurs aussi. On ne peut pas juste dire que on met toute la production électrique pour la demande parce que quand même, il y a un potentiel de biogaz aussi, il y a un potentiel élevé de biogaz aussi, il y a beaucoup d'autres choses, il y a le réseau de chaleur qui est en train de se développer. C'est une question en fait un peu peut-être absurde dans ce contexte, je peux dire. En tout cas, c'est une question qui revient souvent. Bon, je pense qu'on vous a déjà donné pas mal d'éléments. Donc, je propose qu'on parle un peu de production. Alors, une question qu'on avait déjà eue sur le mix 100% renouvelable, c'est quel impact du changement climatique sur la production, sur le vent, sur la production PV et puis aussi sur la production hydraulique et nucléaire? Est-ce que vous avez étudié ça et comment? Alors, on n'a pas étudié nous-mêmes, mais on a lu les travaux qui ont été faits, en particulier à l'IPSL, sur l'influence du changement climatique sur la production éolienne et photovoltaïque. En fait, pour la France, alors le sens de la variation dépend du modèle de climat, mais grosso modo, on s'attend à un impact très faible, de l'ordre de plus ou moins 5%. Sur l'hydraulique, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il y a plusieurs usages de l'eau. Et alors déjà,
c'est assez difficile de savoir si localement il pleuvra davantage ou moins. Et puis, il y a la concurrence des usages de l'eau. Est-ce que si on a une rareté de l'eau supplémentaire, on va davantage irriguer ou moins? Bon, ça, il faut faire des scénarios. C'est l'objet d'une thèse qui devra démarrer prochainement. Mais pour l'instant, on n'a pas étudié ça. Et il y a alors d'autres impacts du changement climatique qui seraient intéressants d'étudier, bien sûr. Alors, bien sûr, il y a la thermosensibilité de la demande électrique, hein, la demande de chauffage, de climatisation. Donc ça, c'est intégré dans l'étude ADEME, donc dans le profil de demande qu'on prend en entrée. C'est aussi l'une des raisons qui font qu'on n'a pas voulu dans l'article prendre le profil de demande historique. Et puis il y a aussi la question du refroidissement des centrales thermiques, dont les centrales nucléaires qui sont en bord de fleuve. Dans un contexte de changement climatique, comment ça va se passer pour ces centrales? Donc ça, c'est une autre question ouverte, mais qu'on n'a pas étudiée nous-mêmes. Parfait, avec un petit teaser pour la prochaine thèse. C'est parfait. Alors, Berang, peut-être 2 questions pour toi. Quelles hypothèses vous avez prises sur la pilotabilité et la disponibilité des centrales conventionnelles? Et un peu le vis-à-vis pour les renouvelables. Sur les éoliennes, quel profil d'éoliennes vous avez choisi? Est-ce que vous avez pris les meilleurs modèles actuels? Est-ce que vous avez supposé des progrès encore futurs? Alors, en fait, je commence par la pilotabilité, effectivement. La pilotabilité de toutes les technologies conventionnelles, centrale à gaz à cycle ouvert, centrale à gaz à cycle fermé, avec CCS, on a 1 heure. Ça, donc, on peut arriver à un ramp rate de 100%, donc on peut arriver à 100% des zéros dans 1 heure. Et c'est à la base des références et des résultats expérimentaux. Donc, je ne parle pas de quelque chose de théorique. Et il y a l'article de Niall McDowell de Imperial College de Londres. Il a fait lui-même expérimentalement. Il a ajouté CCS dans un central CCS et de central CCGT, donc cycle combiné, et il a vu que dans 1 heure, on fait toute la flexibilité nécessaire. Pour le nucléaire, il y a vraiment très peu d'informations parce qu'en fait, une fois que, si on fait des cycles de 100 imaginons le niveau maximal, c'est 100, 100, 80, 100. Si on fait des cycles comme ça, on peut avoir 100 000 cycles pour la vie. Mais si on le baisse à 160, 100, ça devient 10 000 cycles pendant les deux. Donc, ça baisse énormément la durée de vie. Et ce qu'on a observé historiquement sur l'ensemble des parcs nucléaires de la France, c'était autour de 12,5% de flexibilité par heure. Donc, 12,5% de capacité installée, de flexibilité. Ce qu'on a considéré, c'était 50% de flexibilité par heure. Donc, ça veut dire, dans 2 heures, on peut arriver à 0, dans 2 heures, on peut faire max de capacité. Donc, c'est assez flexible, c'est plus que ce qui est observé historiquement, mais je ne vois pas une raison pourquoi ça ne soit pas ça. Parce qu'en fait, historiquement, on n'en a pas fait, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le faire. On peut le faire, ça va juste baisser la durée de vie de centrale, mais on n'a pas considéré ça comme un impact dans cette étude. Et sinon, centrale thermique, toi, à 100% dans 1 heure, parce que c'est vraiment le cas. Et pour les éoliennes, c'était quoi la question exactement sur les éoliennes? La question pour les éoliennes, c'était quel profil d'éoliennes vous avez regardé? Est-ce que vous prenez les meilleures technologies actuelles? Est-ce que vous prenez les technologies moyennes actuelles? Est-ce que vous, au contraire, prenez des technologies futures qu'on attend pour 2050? En fait, il y a 3 types de densité énergétique pour les éoliennes, en gros, de façon de taille de turbine et l'altitude, en gros. Donc, dans l'étude de GRC, vous pouvez voir. Donc, on a pris le moyen pour les éoliennes terrestres. Donc, le moyen, ça veut dire avec une densité énergétique pas élevée, mais pas bas non plus, et avec une altitude pas 120 mètres, mais plutôt autour de 80 mètres. Comme ça, et la technologie que j'ai pris pour les éoliennes terrestres, c'était Vestas V90 sur 80 mètres. Si vous voulez, c'est une technologie existante déjà, et donc c'est un truc de marché en fait, quelque chose qui existe dans le marché. Et pour les éoliennes en mer, on a pris 120 mètres d'altitude avec Siemens SWT4. Ça aussi, c'est une technologie existante. Et donc, pour juste clarifier, il y a 3 façons d'installation d'éoliennes en mer aussi. Donc, parce qu'il y a des gens, des fois, ils font oui, mais les flottants sont très chers aujourd'hui. Oui, mais on ne considère pas les flottants. Il y a 3 différents types d'installations. 2 premières sont posées, donc monopole ou jacket. Ils sont presque à même prix. Et c'est jusqu'à, si je me souviens bien, jusqu'à 60 mètres de profondeur de l'eau, on peut faire ça. Et après, ça doit être flottant.
Et c'est pour cela qu'on n'a pas considéré les éoliennes en mer de Méditerranée, parce qu'en Méditerranée, il faut faire flottant. Donc, c'est plutôt dans le nord. Et il n'y a pas de flottant d'éoliennes en mer, ça aussi, c'est pour clarifier. Et sur les profils, on a utilisé le site de Renewables Ninja, mais effectivement, donc, qui est à la base de réanalyse de données de mer à 2. Ce qui est important à mentionner, c'est qu'il est nouveau. Je vais laisser Philippe finir cette partie, en fait, parce qu'il saura mieux dire que par rapport à moi. Mais en gros, ce que je veux dire, c'est on a eu presque doublement de facteurs de charge moyenne des éoliennes dans 20 ans aux États-Unis. Donc, juste pour clarifier ça, si je laisse Philippe finir tout ça. Alors, effectivement, je vais juste repartager mon écran un instant. Entre-temps, juste avant que tu dises aussi, j'ai pris on a pris un point par département pour les panneaux solaires et pour les éoliennes terrestres. Et on a pris tous les projets dans le nord de France pour les éoliennes en mer. Juste pour que ce soit clair qu'en fait, on a considéré une agrégation spatiale et donc chaque point de France. Donc ça, c'est une publication de Berkeley qui montre le facteur de capacité des éoliennes terrestres aux États-Unis. Donc c'est l'histogramme en bleu. Donc, vous voyez que les éoliennes installées autour un peu avant 2000 avaient un facteur de capacité de 20%. Celles qui sont installées à partir de 2014, un facteur de 40%. Et ça, c'est pas dû à une amélioration de la qualité de la ressource en vent dans les localisations où ces éoliennes ont été installées. C'est la courbe en vert ici qui ne monte pas. C'est dû à l'amélioration de la performance de ces éoliennes et en particulier de leur capacité à profiter de vents moyens ou faibles, alors que les générations précédentes étaient plus efficaces en période de vent fort. Et puis également au fait que la hauteur de la nacelle a augmenté au cours du temps. Ok, merci. Ouais, il est hyper clair ce graphique et c'est vrai que c'est important. On entend souvent dire oui, mais les meilleurs spots sont déjà pris pour les éoliennes et en fait, l'amélioration technologique fait qu'on continue à avoir des progrès malgré ça. Ok. Alors, j'ai une question aussi sur le nucléaire. Question générale, c'est mais quel nucléaire vous regardez? Est-ce que vous regardez du nouveau ou de l'ancien? Alors peut-être que vous avez un peu répondu après dans la présentation, mais quid du parc existant? Parce que est-ce qu'en 2050, on n'aura pas encore quelques réacteurs existants? Voilà. Comment vous vous positionnez par rapport à ça? Peut-être que Philippe, tu veux répondre? Oui, alors si les centrales existantes fonctionnent 60 ans, il y en aura encore quelques-unes qui fonctionneront en 2050, mais de mémoire, c'est quelque chose 7, quelque chose comme ça. Et de toute façon, en 2060, il n'y en aura plus. Bon, il y aura peut-être le PR de Flamanville 3 s'il démarre un jour, mais bon, ça ne valait pas le coup de le représenter explicitement. Donc, c'est pour ça qu'on s'est placé dans une simulation type Greenfield. Donc, cet article ne permet pas de répondre à la question. Greenfield pour les non-initiés, c'est-à-dire qu'on part de rien et on construit tout. Ouais, oui. Comme s'il n'y avait pas de part. Merci Quentin. Donc cet article ne permet pas d'éclairer la question à quel rythme est-ce qu'il faut fermer les centrales existantes, dans quelle mesure il faut investir pour prolonger leur durée de vie. C'est une autre question. Et juste pour clarifier, en fait, le central le plus jeune, je regardais, c'est Cibo. Et donc, qui aura si on prolonge 20 ans, je pense que c'est en 2056 ou 57 que ça va être 60 ans pour cette centrale. Donc, entre 2050 et 2060, ça va être fini. Dans tous les cas, il y en aura quelques peut-être, mais voilà. Donc, même les plus récents ne seront pas là après. Donc, d'ailleurs, pour juste clarifier, on ne parle pas de fermeture des centrales, parce qu'on voit quelques commentaires, on ne parle pas de ça. Même si on garde tout ça jusqu'à la fin, avec prolongation, entre 2050 et 2060, il y en aura, enfin, on devrait fermer tout. Historique, à part Flamanville 3, qui n'est pas historique, et EPR. Donc, le coût qu'on utilise aussi, c'est tout pour les EPR. Mais, comme j'ai dit, 50% de baisse de coût, qui est considéré bien mesuré par pas mal de personnes qui aiment bien l'énergie nucléaire. Yes, et en plus, vous regardez plein d'hypothèses de coûts, donc chaque lecteur peut prendre l'hypothèse le futur qu'il imagine et se faire sa propre opinion.
Ok, alors il y a toute une autre batterie de questions qui porte sur qu'est-ce qui est pris en compte dans ce coût, finalement, parce qu'on parle beaucoup de mix électrique optimal, donc c'est-à-dire le coût le moins cher, mais qu'est-ce qui est bien inclus? Alors, il y a des questions d'un point de vue environnemental qui est inclus et aussi des questions sur le réseau. Et comme c'est une question, je pense, importante, je propose qu'on commence par le réseau. Donc voilà, est-ce que le fait de modéliser ça comme un seul nœud, c'est pas un problème? Quels sont les coûts de réseau qui sont bien inclus? Quels sont les coûts de réseau qui ne sont pas inclus? Et comment ça pourrait changer les résultats? Je sais que vous avez beaucoup réfléchi à la question, donc vous aurez sûrement des réponses. Qui veut commencer? En fait, je laisse Philippe commencer, ensuite je vais continuer. Vas-y, Béran. Donc, alors, on prend en compte le coût du raccordement, on prend en compte le coût du renforcement du réseau d'une manière partielle, c'est-à-dire on ajoute la quote-part la quote-part au renforcement du réseau qu'aujourd'hui les investisseurs dans les parcs éoliens ou photovoltaïques doivent payer. Donc, c'est leur contribution au renforcement du réseau rendu nécessaire par le développement des renouvelables aujourd'hui. Donc, ce sera davantage à l'horizon 2050, probablement. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est fait de manière partielle. Ceci étant dit… Peut-être pour bien préciser la quote-part, ça veut dire que l'installateur paye toute la ligne entre son éolienne jusqu'au réseau, plus le coût de renforcement de la station à laquelle il se raccorde. Et ce coût, il dépend des régions. Alors, on a beaucoup discuté avec RTE. Par ailleurs, dans l'article précédent, on a fait une extension dans laquelle on n'a plus un seul… La France n'est pas représentée comme un seul nœud électrique, mais 4, et dans laquelle on peut renforcer le réseau moyennant un coût, ce qui ne changeait pas beaucoup les résultats. Mais je laisse Bérang prolonger. Oui, ensuite, bon, on a considéré déjà les coûts de gestionnaire de réseau européen qui est en fonction de part de renouvelable et demande horaire. Donc, la capacité installée renouvelable et demande horaire, donc ça augmente. Et donc, on a déjà une équation de réserve. Effectivement, cette équation de réserve est juste à la base de puissance. Mais il y a aussi le côté fréquence qu'on n'a pas considéré parce que dans les technologies pour les réserves qu'on a, il y a nucléaire, il y a batterie, il y a des steps, il y a en fait tout ce qui est en gros pilotable. Mais la plupart du temps, c'est la batterie qui participe aux réserves. Donc, du point de vue de puissance, c'est normal, c'est correct, mais du point de vue de stabilité de fréquence de réseau, ça peut poser des problèmes parce que la batterie ne fournit pas une inertie, en fait, c'est nucléaire qui fournit vraiment. Aujourd'hui, il y a un avantage un avantage de nucléaire dans le réseau, c'est ça. Avec une très grande inertie que les centrales nucléaires ont, il gère bien la stabilité de fréquence de réseau. Mais en fait, ça, c'est vrai, mais c'est un argument très, très, très secondaire. Pourquoi? Parce que, imaginons un cas pas optimal du tout. Non, pas optimal du tout. Imaginons qu'on met… Parce qu'aujourd'hui, déjà, on a des condensateurs, des volants d'inertie dans le réseau, dans la plupart du réseau, même c'est eux qui fournissent ces services-là. Donc, c'est juste dans le cas français qu'il y a beaucoup de nucléaire et donc ils fournissent ce service. Et si on considère par exemple tout volant d'inertie, alors c'est pas optimisation, c'est très bête, mais quand même, pensons comme ça que c'est tout volant d'inertie. Ce qu'on trouve pour un système 100% renouvelable, on a besoin de 5 à 6 gigawatts par heure de capacité disponible pour les réserves. Donc, la réserve, c'est l'argument principal de stabilité de réseau. Si on ne considère pas 5 à 6 gigawatts, par exemple, disons 10 gigawatts, même plus. Disons que le gestionnaire de réseau européen va découvrir que ce n'est pas suffisant. Les volants à l'énergie existants aujourd'hui sont à 700 € par kilowatt. Dans New York, ça existe exactement ce produit, dans le réseau de New York. Disons 10 gigawatts de ça. Et ensuite, si on multiplie, on divise par la demande de 420 TWh et 15 ans de durée de vie, ça fait autour de 1 € par mégawattheure. Donc, tous ces arguments de capacité de stabilité de réseau sont vraiment d'une importance très, très, très mineure, très, très mineure, parce qu'on parle de 50 € par mégawattheure de coût de production, et on parle d'un cas bête non optimal qui ne peut pas être plus qu'1 € par mégawattheure. Donc, ça, ce n'est pas vraiment un argument, en gros, de point de vue de stabilité de réseau, et je pense que ça suffit, j'ai déjà beaucoup parlé. Oui, surtout qu'on a plein de questions et ça afflue, donc il n'y a pas de souci.
si vous voulez. Voilà. Peut-être juste pour ajouter un mot, pour étudier de manière plus exhaustive le développement du réseau, donc là je parle de nouvelles lignes, il faut un modèle qui représente la France en différents nœuds. Les gens qui ont un modèle ouvert de ce type, c'est RTE, et donc ce sera pris en compte dans leur bilan prévisionnel, et y compris dans celui qui va sortir cette année, qui sera à l'horizon 2050. Mais en discutant avec eux, il est clair que même si ce développement du réseau ajouterait un surcoût, ce surcoût n'est pas du tout du même ordre que le coût de production. Il est beaucoup, beaucoup plus faible. L'essentiel de l'investissement qu'il faudra faire dans le réseau de transport, il faudra faire de toute façon, parce qu'une partie de ce réseau atteint la limite de sa durée de vie. Et on n'est pas du tout, et par ailleurs, il y a des chiffres qui circulent souvent sur le développement du réseau en Allemagne. La France n'est pas du tout dans la même situation que l'Allemagne, qui a un problème de transfert nord-sud de l'électricité. Le réseau français est beaucoup plus adapté de ce point de vue-là. Peut-être un peu la Bretagne qui pose souci de temps en temps, mais sinon c'est vrai qu'on est plutôt réputé pour être une bonne plaque de cuivre. Ok. Alors, il y a une question que je trouve importante posée par Michel Delara. On voit que là, en fait, tout est basé sur le fait qu'on connaît parfaitement la demande et qu'on connaît parfaitement la production. Ouais, on est dans une anticipation parfaite. Qu'est-ce que ça changerait si on était en anticipation imparfaite? Qu'est-ce que ça changerait peut-être sur les moyens de stockage ou sur le coût? Est-ce que vous avez des éléments là-dessus? Question importante. Pas très surpris de cette question, puisqu'on en discute avec Michel. On espère d'ailleurs pouvoir co-encadrer une autre thèse sur cette question très prochainement. Alors, on néglige pas complètement cette question, puisqu'on la prend en compte à travers la fameuse équation de réserve, qui fait que c'est l'une des contraintes dont je n'ai pas parlé, qui accroît le coût de la solution optimale. Plus on a de demande d'électricité et plus on a une part de renouvelables variable importante, et plus on doit avoir des capacités pilotables dans le modèle. Et grosso modo, alors, en tout cas dans la variante 100% renouvelable, peut-être pas ici, ça aboutissait à doubler le parc de batterie, cette contrainte, et donc ça augmente le coût. Donc cette équation, on n'attire pas notre chapeau, mais Sachant que le parc de batterie était une proportion du coût entre eux, c'est plus aux alentours de 15-20%, c'est ça? C'était le stockage en général, ouais. Ça, donc dans les batteries, c'était à peu En près la plus, c'est pour 100% renouvelable. Ici, la nucléaire, il y a beaucoup moins de stockage. Oui, C'est vraiment dans le scénario central. Oui, c'est parce que comme tu dis doubler, qu'est-ce qu'on double? C'est quelque chose de l'ordre de peut-être 10%. Voilà, mais ça, c'était pris en compte déjà dans le coût qu'on présentait. Alors, cette équation de réserve, on n'attire pas notre chapeau, on applique les recommandations au niveau de NSOE, qui regroupe RTE et ses homologues européens. Mais bien sûr, c'est ad hoc. On préférerait faire une optimisation stochastique dans laquelle on prend en compte des prévisions raisonnables de la demande et de la météo, et donc derrière de la production éolienne et photovoltaïque, ce qui est une question compliquée, mais intéressante, que peu de gens ont traité jusqu'à présent. Ceci dit, ça a été traité par Robin Girard de l'École des Mines de Paris pour le scénario ADEME 100% renouvelable. Et c'est un point sur lequel on espère progresser dans les années qui viennent. Ok, merci. Alors, une autre question qui revient souvent, plus facile, je pense. En tout cas, il y a une réponse plus tranchée. La semaine type hivernale présentée est très favorable à l'éolien. Comment se comporte votre parc et votre mix quand il y a peu de vent, par exemple la première semaine de janvier 2021? Alors, bon, je pense que vous avez des réponses à ça, mais comme c'est une question qui revient souvent, je pense que c'est important d'y répondre. Comment on fait quand il y a de la demande et qu'il n'y a pas de vent et pas de soleil?
vous savez, on choisit 2006 à la base de 18 années météo. Donc, il y a 18 années météo, pas de temps horaire optimisé. Donc, on passe déjà quelques semaines sans vent, très peu de vent. C'est pour cela qu'en fait, on a introduit biogaz à la limite de 15 TWh. Et c'est pour cela qu'on a aussi power to gas, donc méthanation. Parce que c'est grâce à ces options-là qu'on passe ces périodes avec peu de vent, peu de soleil, quoi que ce soit. Donc, en fait, si vous voulez, un mix largement renouvelable ne va pas vraiment toujours fournir l'électricité par les éoliennes et les solaires. Effectivement, il y aura des heures quand on va utiliser d'autres moyens de flexibilité qui sont encore renouvelables. Donc, ça, c'est évident. Juste un point important dans cette étude-là, qu'on a quand même autour de 20% de nucléaire, on n'utilise pas power méthanation. Pourquoi on ne l'utilise pas? Parce qu'il y a une compétition économique entre méthanation et nucléaire. En fait, en gros, les renouvelables sont beaucoup moins chers que le nucléaire à la base. Donc, en fait, l'équilibre, c'est dépassé en fait la question de renouvelable ou nucléaire. C'est pas ça du tout, en fait, c'est déjà renouvelable. Ensuite, pour faire 100% renouvelable, il faut de méthanation. Méthanation non nucléaire, donc soit 100% renouvelable avec méthanation, soit 80% renouvelable avec 20% de nucléaire. C'est plutôt, en fait, c'est déjà là pour cette raison-là qu'on a 20% de nucléaire dans le mix optimal, parce que le coût de méthanation est élevé. Donc pour moi, c'est vraiment une compétition entre ces deux technologies, ces deux façons de gestion, mais pas vraiment. Vous voyez ce que je veux dire, je pense. Donc, mais je laisse Philippe compléter. Ouais, je partage à nouveau mon écran un instant pour vous montrer l'une des pires semaines dans la simulation. Alors là, c'est simulation 100% renouvelable, donc ça correspond au modèle présenté au séminaire précédent. Donc c'est une semaine pendant laquelle on a une consommation qui frise les 100 gigawatts par moment, et puis avec peu de vent. Donc vous voyez que la production éolienne est beaucoup plus faible que dans la semaine typique que je vous présentais précédemment. Là, on utilise, on a des moyens pilotables et donc on les utilise, que ce soit la méthanation ou le biogaz. Donc des situations pires que celles qu'on a vécues la semaine précédente, on les a dans le modèle. Oui, ce qu'on voit très bien sur ton graphique, je trouve, c'est que ce n'est pas tellement les batteries qui sont utilisées dans ces cas de longues semaines sans vent, c'est vraiment la méthanation. Oui, les batteries, en fait, elles sont très complémentaires au photovoltaïque dans les résultats du modèle. Ce n'est pas une hypothèse, mais c'est un résultat. Elles sont utilisées largement pour faire du stockage jour-nuit, ou entre midi et les pics de consommation du matin et du soir. De façon quotidienne. Ok. Alors, il y avait peut-être une question sur pour finir avec cette histoire de qu'est-ce qu'on prend en compte dans les coûts. Quid des émissions liées à la production de toutes ces technologies? Est-ce que vous prenez en compte l'ACV ou pas? Et pourquoi? Et est-ce que ça changerait des choses? Alors, on ne prend pas en compte la CV, on est sur les émissions directes, et pour une raison simple, qui est que ce ne serait pas cohérent de se situer en 2050 et de prendre des valeurs d'ACV qui sont celles d'aujourd'hui. Je m'explique. À l'avenir, si on se situe dans un cadre où on est sérieux dans la lutte contre le changement climatique, les capacités de production seront différentes de celles d'aujourd'hui. Et donc, ça veut dire que les émissions de CO2 qui sont nécessitées par la production et l'installation des différentes technologies qu'on a ici, elles seront beaucoup plus faibles qu'aujourd'hui. Donc, pour traiter ça proprement, il faut des analyses de cycle de vie et dynamique, ce que d'autres que nous ont fait. Je vais vous donc juste 2 éléments là-dessus. Je partage à nouveau un petit peu mon écran. Voilà, donc d'une part, on voit qu'au cours des années récentes, le temps de retour énergétique des panneaux photovoltaïques a nettement baissé. Donc ça, c'est une étude du Fraunhofer. On voit cette valeur entre 1990 et 2020, avec une baisse continue.
mais surtout à l'avenir, bien sûr, si on lutte sérieusement contre le changement climatique, et donc que les émissions du secteur industriel diminuent massivement, on a des émissions, on aura des émissions en cycle de vie qui seront extrêmement faibles, aussi bien pour le nucléaire que pour l'éolien et que pour le solaire. Ça peut être différent pour une partie de la bioénergie, mais là, tout dépend de l'impact sur l'usage des sols. Et puis, ça peut être différent sur l'hydraulique en zone tropicale, où là, on peut avoir des émissions de méthane importantes, mais pas pour l'hydraulique pour la France continentale. Donc là, ça, c'est un article récent de Nature Energy, dont je vous conseille la lecture, et qui montre bien que ces valeurs d'ACV, en fait, elles sont complètement négligeables dès lors qu'on est dans une économie compatible avec une trajectoire 1,5 ou même de 2. Faut que tu remettes le micro. Alors, ouais, peut-être une question sur les résultats. C'est vrai que pour l'instant, on n'a pas beaucoup parlé des résultats. Et j'ai aussi beaucoup de questions sur le prix du carbone que vous avez choisi et ce genre de choses. Alors, la première, c'est dans vos résultats, on voit que après, donc, vous regardez le mix optimal selon le prix en euros par tonne de CO2. Et après 400 € par tonne de CO2, on voit plus de gaz plus CCS. Comment ça se fait? Pourquoi il disparaît alors qu'il est censé être… Non, en fait, c'est pas ça. On voit plus de gaz, mais on voit CCS. En fait, CCS avec biogaz, donc c'est comme BECS, émissions négatives. Parce que quand on utilise CCS, quand même, il y a des émissions résiduelles autour de 15%. Déjà, l'efficacité de centrale à gaz baisse un tout petit peu. En plus, on a aussi des émissions résiduelles, donc on ne capture pas tout ce qui sort de centrale à gaz. Donc, il y a pour le gaz fossile quand même, pour le gaz fossile, il y a toujours une émission positive et une consommation plus élevée d'énergie parce qu'on baisse l'efficacité de centrale à gaz. Alors que pour biogaz, ce n'est pas le cas parce que déjà, biogaz, par définition, c'est zéro émission. En plus, on capture 95% de carbone dioxyde qui sort. Donc, ça fournit 95% d'émissions négatives par rapport à ce qui était dedans. Et donc, c'est pour ça, en fait. Donc, captage de carbone dioxyde reste jusqu'à pas, même augmente avec méthanation, que Philippe a montré aussi, deuxième type de méthanation avec captage de carbone dioxyde. C'est juste gaz naturel éliminé, mais pas captage de carbone dioxyde. Il faut que tu remettes ton micro. Ok, eh ben, si tu ne veux pas compléter, Philippe, j'enchaîne. Alors, il y avait des questions, ce prix du CO2. J'ai des questions déjà, je pense, de compréhension sur comment est fixée la valeur du carbone. Bon, de ce que je comprends, elle n'est pas fixée. Mais voilà, vous pouvez peut-être répondre là-dessus. Comment est fixée la valeur du carbone et qui la paye? Alors, qui paye cette taxe carbone? Bon, on a testé différentes valeurs de la tonne de CO2, comme on l'a vu, entre 0 et 500 € la tonne. On aurait pu aller plus loin puisque la deuxième commission présidée par Alain Pinet prévoit même une valeur de l'action pour le climat supérieure pour la France en 2050. Mais en fait, il n'y a plus grand-chose qui changeait dans les résultats au-delà de 500 € la tonne. Ensuite, sur la question qui la paye, il faut bien comprendre que ceci, c'est un modèle d'optimisation dans lequel on cherche le parc et le fonctionnement du parc qui est le meilleur pour la société, c'est-à-dire celui qui coûte le moins cher, en prenant en compte la valeur que la société attribue aux émissions de CO2. Ce n'est pas un modèle qui vise à représenter un équilibre de marché dans lequel on aurait des acteurs qui prendraient des décisions en fonction de tel ou tel critère. Après, on peut, et comme beaucoup de gens on le fait un peu, et moyennant beaucoup de précautions, se dire, bon, maintenant, supposons que cet optimum, il est décentralisé à travers un marché de l'électricité. Et donc, on peut, sous ces hypothèses, calculer un prix de l'électricité qui correspondrait à cet équilibre-là. Et dans ces conditions, qui paierait le coût du carbone? Ce serait ceux qui font des émissions positives, donc par exemple les opérateurs des centrales à gaz fossile, qui
qui ont des émissions positives. Et inversement, les opérateurs des technologies qui permettent des émissions négatives bénéficieraient d'une subvention. Et du coup, on a calculé, c'est présenté dans l'article, pour les opérateurs de ces différents types d'installations, quelle est la part de leur chiffre d'affaires qui proviendrait de la vente d'électricité, et puis quelle est la part qui proviendrait du fait qui, par exemple, toucherait des subventions ou des crédits carbone grâce à des émissions négatives. Mais encore une fois, ça repose sur tout un tas d'hypothèses sur le fait que les marchés seraient concurrentiels, sur le fait que les acteurs ne demanderaient pas des primes de risque pour investir dans ces technologies, sachant que de manière plus réaliste, la question de comment devrait être organisé le marché de l'électricité, et sans parler des politiques climatiques, dans des systèmes électriques de ce type-là, ce sont des questions ouvertes et qui demandent des travaux spécifiques. Alors, ok, merci. Sur le marché de l'électricité, est-il concurrentiel? Je tiens juste à rappeler que la CRE regarde ça chaque année, la Commission de régulation de l'énergie, et conclut que oui, le marché de l'électricité est concurrentiel, et sinon, elle mettrait des amendes à ceux qui essayent d'en profiter. Alors, Oui, il y a je ne dis pas que ça tranche complètement la compétition. question, mais il y a des études qui sont faites en ce sens. Non, mais c'est une crime en fait. Il y a droit à la compétition dans tous les cas. C'est pas possible en fait. Ça doit être concurrentiel dans tous les cas. Alors, une petite question. Est-ce que vous avez regardé, ou plutôt, d'autres technologies éventuellement que vous n'avez pas déployées? Alors, on me pose la question CCS et méthanation, et on pose aussi la question charbon-biomasse avec CCS, qui, d'ailleurs, la deuxième étant actuellement en cours de déploiement au Royaume-Uni, apparemment. Voilà. Pourquoi vous ne les avez pas incluses, ces technologies? Est-ce que ça pourrait éventuellement changer les résultats, à votre avis? Et le premier, c'était quoi? Alors, est-ce qu'il y a une sensibilité des nouvelles technologies qui a été faite par exemple, CCS et méthanation? Donc, on va commencer avec ça. CCS et méthanation. En fait, je commence déjà parce que CCS, c'est couplé, donc, ajouté à un central à gaz cycle combiné. C'est une centrale à gaz cycle combiné assez mature. CCS, ça coûte un quart d'une centrale qui a une centrale à gaz à cycle combiné. Donc, en fait, l'impact de CCS, c'est très peu dans le coût. C'est juste que ensemble, c'est cher, mais sinon, l'équipement de CCS tout seul n'est pas vraiment quelque chose de cher. Donc, il n'y avait pas vraiment d'un intérêt très élevé. En plus, ce n'est pas énormément déployé. Il n'y a pas forcément beaucoup trop de données non plus là-dessus. Mais en gros, c'est une petite partie dans l'ensemble. Mais la grande partie, c'est le central à gaz à cycle combiné quand même. Donc, ça ne changerait pas grand-chose, sachant le fait que central à gaz cycle combiné est déjà pas mal mature et on a moins d'incertitudes pour ses coûts en avenir. Et ensuite, pour le charbon, le but, c'est de sortir du charbon. Pourquoi l'étudier? Je ne vois pas l'intérêt. C'est vrai qu'on parle beaucoup de charbon propre en ce moment. Non, mais CCS n'est pas 100%. Dans tous les cas, avec charbon, c'est encore pire parce que les turbines sont plus grandes. C'est encore moins efficace avec centrale à charbon. Et beaucoup plus il y a une consommation énorme. En fait, le central à gaz cycle combiné, le CCS, le central à gaz à cycle combiné, peut tourner avec l'énergie de centrale elle-même, mais le central au charbon avec CCS ne peut pas. Il faut une source externe pour faire tourner le CCS en fait. Donc, ce ne sont pas de même type du tout. Ok. Alors, autre question. Est-ce qu'on ne pourrait pas identifier une transition optimale? Par exemple, en faisant le calcul de pas de temps de 5 ans en 5 ans, à partir du mix actuel jusqu'à un scénario final. Pourquoi avoir fait juste 2050? Je mets juste entre guillemets, mais vous m'avez compris. Ça, c'est sur notre liste de choses à faire, d'étudier la transition vers 2050. Bon, on s'est dit qu'avant de prendre la route, en général, on décide de où on veut arriver et que choisir la trajectoire, ça vient dans un deuxième temps. Mais clairement, ce serait
c'est quelque chose qui serait intéressant de faire et ce sera peut-être une des parties des prochaines thèses. Bon, ceci étant dit, qu'est-ce que ça changerait? Enfin, intuitivement, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce que ça changerait? Là où ça peut changer des choses, et devenir vraiment intéressant, c'est si on a une arrivée progressive de l'information sur, en particulier, le coût des différentes technologies. Et là, probablement, ça donnerait une prime à des technologies qui sont les plus flexibles, enfin celles pour lesquelles on n'investit pas sur les durées de vie les plus longues. Mais voilà, ça reste à faire. Disons que de manière logique, ça me paraissait devoir être fait uniquement dans un deuxième temps. Ok, merci. Et donc j'ai des réactions à votre réponse précédente sur la disponibilité des nouvelles centrales, notamment sur le CCS. Comment on peut être sûr que ce sera disponible à grande échelle? Parce qu'il y a quand même des volumes conséquents qui sont stockés. Est-ce qu'on On n'est aura pas assez sûr du de tout. centres de stockage en France? Alors, on n'est pas sûr du tout. Comme je l'ai dit, c'est sous réserve qu'on puisse stocker ce CO2. Je pense qu'on est raisonnablement sûr qu'il y a possibilité, qu'il y a les volumes physiques pour stocker ça dans les gisements d'hydrocarbures épuisés de la mer du Nord. En revanche, la France n'est que l'un des pays riverains et rien ne dit que ces gisements seraient utilisables par la France plutôt que par d'autres pays. Je ne sais pas si tu veux compléter. En fait, il y a des prévisions déjà en France, il y a quand même quelques lieux où on peut les stocker. C'est pas énorme, mais ça existe. Et donc, dans l'ordre de même gigatonnes en somme, donc combien de tonnes par an, je ne dirais pas, mais voilà, il y a ça. Mais c'est pas exploité directement, c'est exploité en partie pour le gaz, lac, dans le sud-ouest, par exemple, vers Pau. À part ça, il y a aussi des accords entre la France et la Norvège. En fait, on le cite dans la discussion de l'article. Déjà, je parle d'un potentiel qui est très théorique pour la France et aussi un accord signé entre la France et la Norvège sur coopération commerciale entre la France et la Norvège. Et si je ne me trompe pas, c'était jusqu'à 10 millions de tonnes par an de CO2 stockés dans la mer du Nord, qui était un accord entre ces deux pays déjà. Mais effectivement, est-ce que c'est de CCS ou est-ce que c'est plutôt l'industrie dans le cœur du projet qu'il y en a dernièrement? Il y a d'autres choses aussi. Donc, il n'y a pas que. Il y a l'industrie et CCS est très prometteur dans l'industrie aussi. Effectivement, il y aura compétition dans les différents carbone dioxyde stockés, si c'est le cas. Mais en gros, le potentiel existe. Ce n'est pas que ça n'existe pas. Le potentiel existe. C'est juste qu'il faut un peu aller plus en profondeur. Mais en théorie, on a des réservoirs même en France. Bon, mais après, voilà, on n'est pas forcément totalement d'accord sur les chances ou les perspectives de la CCS. Et c'est aussi pour ça qu'on a testé des scénarios sans CCS. Parce qu'il est tout à fait possible que finalement, on décide pour de bonnes raisons de ne pas utiliser cette technologie. Yes. Ok, bon, je vois que le temps file, il nous reste finalement pas tant de temps que ça, et encore une petite dizaine de questions, donc je propose qu'on passe sur un format questions-réponses un peu plus courte, et puis ça permettra, c'est des questions plus simples aussi. Alors, première question, sur la durée de vie des centrales existantes, vous avez mentionné 60 ans, pourquoi pas 80 ans comme aux États-Unis? Alors, de ce que j'ai compris, moi, il y a une différence dans la façon dont on compte entre premier béton et première production d'électricité, première divergence dans le langage technique. Est-ce que vous confirmez cette différence? Je confirme, et 60 ans, c'est déjà plus. Il me semble que la centrale qui a fonctionné le plus longtemps jusqu'à présent, ça paraît déjà assez optimiste. En revanche, on est sans doute assez pessimiste sur la durée de vie des éoliennes et des panneaux solaires. Là, je vais repartager à nouveau un petit peu mon écran. Parce qu'aux États-Unis, on a
il y a des études sur les anticipations des investisseurs quant à la durée de vie des parcs éoliens terrestres. Et la valeur centrale, c'est 30 ans. Nous, on prend seulement 25. Donc là, il y aura peut-être des pessimistes. Et c'est la même chose sur les panneaux solaires. En fait, juste pour parler de nucléaire, si les centrales historiques sont licenciées pour 32 ans à 100% de facteur de charge et 40 ans à 80% de facteur de charge maximum. Déjà, ça, c'est une limite dans leur licenciement. Ensuite, prolongation de 10 à 20 ans, mais pas 20 ans. Et ça, selon la condition. Donc, il y a deux points de vue, en fait, ici. Il y a le côté technique qui est déjà à la base de ce licenciement. Et ensuite, il faut faire des contrôles. Déjà, ça prend beaucoup de temps, mais comme vous voyez, on a déjà fermé pas mal de centrales dernièrement. Il y a beaucoup de délais. Il y a le côté économique aussi. Est-ce que ça vaut le coup de prolonger ou pas? Il y a deux questions. Et ce qui est annoncé sur le produit, c'est 40 plus 10 à 20. C'est ce qui est en fait la licence. Ok. Donc, ouais, pas les mêmes licences. Alors, autre question rapide. Comment expliquer qu'on ait pour les éoliennes un facteur de charge de 40% aux USA et seulement 25 à 30% en Europe pour l'éolien terrestre? Question d'un lecteur informé. Est-ce que vous avez l'info? Il y a plusieurs réponses. Il y a le potentiel de vent, bien sûr. Et il y a aussi le fait que les modes de soutien à l'éolien n'ont pas toujours été favorables à l'installation de modèles qui permettent d'avoir un facteur de charge plus élevé. C'était le cas en France en particulier. Mais il faudra suivre dans les années qui viennent comment évolue le facteur de charge des parcs les plus récents. Oui, on peut avoir des mécanismes de marché qui incitent plutôt à des grandes éoliennes ou plutôt des éoliennes qui produisent tout le temps. C'est pas tout à fait la même chose. Alors, Bérang, je pense qu'il vaut mieux qu'on... Enfin, j'ai encore beaucoup de questions, tu sais. Je te propose de plutôt prendre la question suivante. Avez-vous pris en compte le coût de l'État pour soutenir ces nouveaux moyens de production? En gros, est-ce que vous avez des tarifs de rachat? Il est écrit, donc je précise que c'est des tarifs d'achat et pas des tarifs de rachat ou des compléments de rémunération. Non, pas du tout. On n'a pas de. C'est juste si on arrive aux émissions négatives, effectivement, il y aura une différence entre le coût technique et le coût social, mais le vrai coût, c'est le coût social. Donc, si on internalise. Donc, pas de tarif d'achat, c'est vraiment la compétitivité des technos. Et encore une fois, c'est un modèle dans lequel on cherche l'optimum social. Ce n'est pas un modèle qui représente ce qui se passerait sur un marché. Donc, on peut étudier sous plein d'hypothèses ce qui se passerait sur un marché avec différents types de tarifs d'achat. D'ailleurs, on est en train de le faire, mais c'est une question différente. Ok. Et peut-être, pour finir, en fait, je vois qu'il y a encore beaucoup de questions et qu'on aura du mal de répondre à tout. Mais un commentaire me fait remarquer que la dernière fois, on avait parlé de l'étude de Brown et al. Qui répond à beaucoup de questions. Peut-être que vous pouvez en dire deux mots et on donne le lien dans le chat pour les lecteurs qui veulent continuer la réponse. Je vais aller chercher le lien. Oui. Bon, en deux mots, c'est une étude qui liste un peu les questions qu'on retrouve souvent sur la faisabilité d'un mix avec un grand pourcentage de renouvelables et qui essaye d'y répondre. Donc, c'est une sorte de FAQ publiée dans une revue scientifique qu'on trouve très claire et donc on la partage pour aller plus loin. Et juste un truc, il n'y a pas juste ça, il y en a, je sais pas, une quarantaine des études aussi, d'autres études. Il y a une quarantaine qui est Brown Seed et il y a une quarantaine depuis Brown, depuis 2018, qui sont sortis partout en Europe. Il y en a vraiment beaucoup sur juste 100% renouvelables. Ok, très bien. Bon, et puis dans les réactions, on me dit que pour le nucléaire, c'est vraiment des autorisations à 80 ans, donc il faudra aller creuser cette question. Et puis, il y a encore plein de questions sur biomasse solide, CCS et autres. Sur les hypothèses de durée de vie, encore une fois, on se base sur l'étude JRC, la même que celle qui nous donne les coûts. Ce ne serait pas très cohérent de piocher à droite à gauche. Ouais, très bien. Bon, il y a des questions sur les small modular reactors et ce genre de choses. Écoutez, on prend toutes ces questions. Pour tout vous dire, on réfléchit même à faire une FAQ nous-mêmes pour essayer de répondre un maximum à toutes les questions que vous nous posez ici. Donc, merci de les avoir posées et désolé si on n'a pas pu répondre à tout. Comme je vois qu'il est 30, je propose qu'on arrête ici, si ça vous va, Philippe et Bérang.
Si vous avez un dernier mot à dire, c'est le moment, sinon on va arrêter là. Oui, merci pour toutes ces questions, toujours stimulantes. Et merci Quentin pour l'animation et également Estelle pour l'organisation de ces webinaires. Ça a l'air de rien, mais c'est un gros travail en amont. Yes, bon. Exactement. Je remercie aussi Estelle et Quentin pour leur disponibilité. Particulièrement Estelle, quand même, elle a pris beaucoup de temps pour préparer tout ça. Et merci d'être présent à tout le monde, en fait, et pour les questions. C'était vraiment très intéressant C'est toujours intéressant de répondre aux questions. Ok, bon, on arrête là. Dans tous les cas, ce sera mis en ligne très rapidement. On vous donnera le lien. Vous pourrez le retrouver sur le site du CIRED. Comme ça, vous pourrez le revoir sur YouTube. Voilà, merci beaucoup à tous. Et je vous propose qu'on arrête là. Donc, bon appétit. Au revoir.